je m'appelle Xavier Aubriot et je suis enseignant-chercheur en botanique à l'Université Paris-Sud. Donc je suis botaniste, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse majoritairement c'est la diversité des plantes. Donc c'est les plantes dans leur diversité, dans leur vie, dans leur singularité par rapport au reste du monde vivant. Alors pour faire brièvement, donc moi je suis plutôt taxonomiste au sein de la botanique, je suis plutôt taxonomiste et phylogénéticien. En tout cas c'est comme ça que je me décris habituellement quand je rencontre les étudiants. Je leur explique ces termes parce que la plupart du temps ils ne connaissent pas. Donc on parle de la licence. Et donc mon occupation principale c'est m'intéresser aux espèces elles-mêmes, c'est-à-dire à la circonscription des espèces et à leurs caractéristiques morphologiques, écologiques, etc. À leur nom, donc pourquoi on leur a donné ce nom-là, quel est l'historique de donner les noms en botanique pour tel groupe et tel autre. Et puis à côté de ça, je m'intéresse aux relations de parenté entre espèces, et c'est vraiment des choses qui sont liées. Comment j'en suis arrivé à ça? Donc j'ai d'abord au niveau de mon parcours très rapidement, j'ai d'abord fait, j'ai fait une thèse en botanique au muséum de Paris, ensuite j'ai travaillé à Londres et puis ensuite j'ai eu ce poste à Orsay. Là, par exemple, tu me disais que tu avais commencé sur ta thèse. Je pense qu'on peut revenir encore un peu plus loin quand tu étais, plus petit. Tu as commencé à découper des plantes à 5 ans ou... Alors justement, ça c'est souvent l'histoire qu'on a, moi je me suis toujours intéressé aux insectes, depuis que petit je capture des insectes et tout. Et c'est pas vraiment mon cas pour le coup. Donc c'est-à-dire que finalement c'est venu assez tard la botanique. Je me suis toujours intéressé au monde vivant, au naturalisme en règle générale, et surtout, c'est pas forcément venu par la biologie, c'est plutôt venu par tout ce qui est, on va dire, sciences littéraires. Voilà, tout simplement. C'est finalement par les bouquins que j'ai découvert les plantes, l'attrait des plantes, leur singularité. C'est souvent les descriptions de plantes qui me plaisaient, notamment dans les livres. Et donc, c'est au fur et à mesure, comme ça, que j'ai accroché, on va dire, à la biologie, un aspect plus littéraire, plus historique, etc. Tu aurais un souvenir de livre qui t'a marqué Oui, par rapport à ça, c'est un peu geek, mais je vais citer Tolkien surtout, en fait, puisque c'est surtout par là, en fait, que j'ai accroché les plantes, le monde des plantes. Et puis, j'adhérais à cette vision du monde vivant, d'une certaine façon, ou du monde végétal, qui était à la fois fort, à la fois faible devant certains dangers, qui était plus ou moins protégé, qui se protégeait lui-même, etc. Et qui, même s'il était anthropomorphisé, c'est-à-dire en relation toujours avec l'être humain chez Tolkien, et puis les plantes étaient vraiment transformées quasiment en animal, il y avait toujours cette singularité du monde végétal qui était très coupé du reste. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a plu, en fait, ce fait que ce soit des organismes bizarres, ces végétaux, par rapport au reste. Donc bref, je suis arrivé un peu à l'intérêt pour la botanique par ça. Alors pas uniquement, aussi parce que j'aimais beaucoup les balades en montagne, ce genre de choses, et au fur et à mesure tu commences à apprendre les plantes et tout. Et donc je voyais que c'était un jeu, quoi. Essayer d'identifier et tout, ça me plaisait, ce jeu de connaître des choses en fait que les autres connaissent pas du tout, et même que les autres en ont rien à foutre en règle générale. Donc ça, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Essayer de connaître des choses qui n'intéressaient finalement pas grand monde. Essayer de comprendre pourquoi ça n'intéressait personne, est-ce que c'était justifié. Et au fur et à mesure, ensuite, le déclic, bizarrement, ça arrivait beaucoup plus tard, ça arrivait en classe prépa, en fait. Donc je faisais une classe prépa agro, et en fait, la majeure partie des choses qui étaient enseignées en classe préparatoire, et le but de cette classe préparatoire ne m'intéressait pas. C'est-à-dire, la biologie humaine m'intéressait assez peu, finalement. Tout ce qui était les grands contextes climatiques était clairement intéressant, mais ce n'était pas ce qui me passionnait. Ce qui me passionnait, c'était justement des organismes singuliers très différents de nous. Donc les insectes, ça pouvait être tout ce qui était benthique dans l'océan, ce genre de choses, mais ça pouvait aussi être donc les plantes. Et puis, j'étais très intéressé par la biologie, mais par la biologie elle-même, et pas particulièrement par tous les utilisations de la biologie.
Donc, que ce soit par exemple dans les industries de pharmaceutique ou tout ce qui va être industrie médicale, etc. Ça ne me plaisait pas du tout. Et donc, la botanique, c'était une sorte d'échappatoire. Je me suis aperçu rapidement, donc j'ai quitté cette classe préparatoire, mais c'est vraiment en classe préparatoire que j'ai commencé à identifier des espèces avec des clés d'identification, etc., que ça m'est apparu comme un jeu et vraiment comme quelque chose qui était à valoriser parce que de plus en plus perdu au niveau, je m'apercevais que ça intéressait personne, que les profs n'y connaissaient rien en règle générale ou très peu, et donc que dans le cadre du monde dans lequel on vivait, avec justement une disparition progressive des écosystèmes naturels, c'était quelque chose qu'il fallait valoriser. Et ensuite, je suis rentré complètement dedans, grosso modo. Après la classe préparatoire, la licence, donc j'ai quitté la classe prépa, je suis allé en licence. J'ai fait ma licence en 4 ans au lieu de 3. Et justement, c'est cette dernière année de licence où j'étais un peu perdu, où là, j'ai fait un stage au Muséum d'histoire naturelle, donc en me disant, je vais aller quand même dans un des grands lieux de la botanique. Et alors là, voilà, j'ai tombé dedans et j'ai pas pu vraiment m'arrêter. C'est-à-dire, après la licence, j'ai regardé qu'est-ce qu'ils allaient me permettre justement de continuer à connaître mieux les espèces, leur contexte et tout. Justement, un master au muséum, le master systématique évolution et paléontologie. Et puis ensuite une thèse. Donc donc je peux faire rapidement, mais une thèse à... Si tu veux, on va y revenir avant, parce que j'imagine que tout ça t'englobe. Tout ça, c'est lié, quoi. Donc voilà. Alors, une chose importante quand même, c'est que la botanique, et la connaissance botanique, c'est pas quelque chose que j'ai appris en cours. Ça, c'est vraiment très clair. C'est quelque chose que j'ai appris sur le tas et que j'apprends encore. Quand tu dis sur le tas, c'est toi-même qui t'es développé? C'est moi-même. C'est par tes stages aussi? C'est moi-même, par mes stages, par mes interactions avec d'autres gens, etc. Ça a été dur au début. Surtout parce que y a 2 types de profs. Il y a ceux qui tirent vers le haut et qui t'apprennent plein de plantes et c'est pas grave si tu connais pas. Et d'autres qui poussent un peu plus vers le bas en disant oh, non, vous êtes tous nuls, de toute façon, vous connaissez rien, plus personne ne connaît rien maintenant, etc. Et donc, c'est pas toujours simple d'apprendre parce qu'il faut apprendre par soi-même et en même temps, on apprend avec l'expérience des autres. Et parfois, c'est une expérience qui est dure à intégrer. Mais ce qui est sûr, c'est que les connaissances botaniques, je ne les ai pas acquises en règle générale ou peu acquises par des cours qui étaient donnés en licence. Un peu plus en master, puisque c'était un master qui était dédié à ça, le master systématique évolution et paléontologie du Muséum d'histoire naturelle. Mais au final, mes connaissances en identification des plantes, connaissance des plantes, de leur écosystème et tout, c'est surtout quelque chose que j'ai acquis par mes propres observations. En fait. Et tu étais au muséum, il y avait déjà les associations naturalistes, genre Jussiotti Marca Oui, il y a déjà... Tu faisais partie aussi? Alors, j'ai pas fait partie d'associations naturalistes, en fait, tout simplement parce que j'ai été échaudé par les associations dans lesquelles j'avais été avant, où c'était surtout des personnes âgées, et c'était pas très fun, pas très dynamique, pas très agréable. En plus, j'ai jamais été à courir après toutes les assos, donc c'est vrai que je fais toujours un peu plus les choses de mon côté parfois. Donc j'ai pas fait partie de ces associations, mais en effet, c'est primordial, quoi, pour ces associations, pour la survie de la connaissance en naturalisme, notamment dans les populations les plus jeunes, quoi, chez nous, c'est quand même primordial. Ouais. Si tu veux, on peut essayer d'aller un peu plus creuser sur toutes les taxons, les thèmes sur lesquels tu as bossé, si tu as envie d'en présenter quelques-uns sur ton parcours. Ouais, je vais faire ça. Quand j'ai commencé mon stage, justement, c'était en licence à Paris, j'ai commencé à travailler on m'a mis sur un genre, le genre Euphorbia, vous voyez ce que c'est ou pas? Donc Euphorbia, c'est un genre qui appartient à la famille des Euphorbiaceae, je le refais en bref, qui est une famille d'angiospermes, de plantes à fleurs, et donc c'est une énorme famille, il y a 8000 espèces, et Euphorbia, il y a à peu près 4000 espèces, donc c'est énorme, c'est le second genre de plantes à fleurs en termes de nombre d'espèces. Et ça m'intéressait les Euphorbia au prime abord parce que je connaissais les euphorbes de chez nous et déjà j'aimais bien, elles sont un peu succulentes, il y a du latex. Succulentes, c'est-à-dire elles sont pleines d'eau, elles sont adaptées à la sécheresse. Quand tu les casses, tu gonfles sur certaines espèces. Voilà, ouais, il y a du latex à l'intérieur et c'est un latex qui est toxique. Donc voilà, elles sont plutôt belles, c'est des dégradés de verre et tout chez nous, donc ça me plaisait bien. Donc déjà c'est la beauté qui m'a attiré, ou en tout cas le côté esthétique qui m'a attiré vers ces plantes. Et ensuite, je suis tombé sur deux chercheurs du muséum, donc Thomas Havermans et plus tard Pete Lowry, qui est du Missouri Botanical Garden, mais qui travaille au muséum. Donc le muséum, c'est ça qui est chouette quand on arrive au muséum, c'est que
mais c'est une sorte de melting pot, en tout cas de mélange de plein de personnes d'origines différentes, que ce soit géographique ou au niveau de leur travail. Et donc eux, ils m'ont proposé de travailler sur les euphorbes de Madagascar. Et bon, j'ai accepté, hein, c'est pas que j'ai une proximité particulière avec Madagascar, mais c'est que la diversité des euphorbes là-bas est fantastique, les collections du muséum sont fantastiques, et Madagascar, il y a un vrai enjeu de préservation, alors de description et de préservation de la biodiversité. Bon, beaucoup plus finalement de préservation, parce qu'il y a beaucoup de la diversité malgache, en tout cas au niveau botanique, qui est décrite. Et donc j'ai travaillé 3 ans dessus, plein de bonnes expériences, parce que ça a été des terrains à Madagascar, 3 terrains à Madagascar, donc j'ai fait de la taxonomie, j'ai décrit des espèces, j'ai redécrit d'autres espèces qui étaient décrites au 18e ou au 19e et mal décrites, enfin très peu décrites on va dire. Et puis j'ai fait beaucoup de travail en phylogénétique, alors c'est-à-dire retracer l'histoire évolutive des espèces, où là, grosso modo, j'ai passé mon temps à extraire de l'ADN, amplifier de l'ADN, séquencer de l'ADN en très grand nombre. Puis j'ai essayé de mettre en relation la morphologie des espèces, et notamment cette caractéristique des euphorbes, le fait qu'elles soient succulentes, donc pleines d'eau. J'ai essayé de mettre ça en relation avec leur histoire évolutive, donc comment cette succulence elle a évolué dans le temps, mais aussi dans l'espace, donc en fonction des caractéristiques climatiques à Madagascar. Donc j'ai essayé de mettre en relation tout ça. Regarder la diversification des espèces, est-ce que ça s'est plus ou moins diversifié à des moments particuliers à Madagascar, dans différents types d'endroits à Madagascar, etc. Donc j'ai essayé d'aborder ça de façon un peu large, en utilisant tous les outils justement de la taxonomie et de la systématique. Oui, ça c'est parti depuis ta licence et ça t'a suivi ou là tu... Non, là c'est vraiment la thèse, mais en fait c'est des choses que j'avais déjà développées un peu en master. Ah oui, donc c'est des choses, là tout ton travail sur les euphorbes, ça s'est étalé sur plusieurs... Ça s'est étalé sur plusieurs années. De ta licence jusqu'à ta thèse. On va dire ça. Ma licence c'était les euphorbes de France, donc c'était pas très connecté, mais ensuite en master j'ai commencé à travailler sur les euphorbes malgaches, donc mes 2 stages de master. Et puis c'est le pied à l'étrier pour la thèse. Souvent ça c'est pratique en fait, les stages de master ils mettent le pied à l'étrier pour la thèse. Et donc voilà, j'ai continué sur le même sujet en thèse, ça s'est très bien passé. Et donc une fois la thèse effectuée, j'étais au chômage pendant 1 an. Comme ça arrive très souvent. Alors c'était pas une catastrophe, honnêtement. Parce que ça a permis de prendre du temps, de se reposer, parce que c'est très fatigant la fin de la thèse. Les 6 derniers mois ne sont pas très agréables, il faut dire ce qu'il est. Ou alors il faut avoir une bonne activité à côté, je sais pas, du sport, des jeux de rôle, des jeux vidéo, j'en sais rien, mais quelque chose pour drainer l'esprit. Mais ensuite, donc 1 an, ça m'a permis de bien me reposer. Et puis entre-temps, je cherchais du travail. Bon, ça c'était le côté difficile, c'est parce qu'il y a très peu de travail en taxonomie, en systématique, dans mon cœur de travail. J'ai essayé de postuler à tout, à des choses qui étaient plus liées à la génomique, puisque c'était vraiment les grands débuts, donc on était en 2012, et là c'était au moment où la génomique elle commençait à aller de plus en plus vite. Aujourd'hui elle va très vite, mais à l'époque c'était vraiment le coup de boost. Mais finalement, j'ai eu la chance en fait qu'il y ait encore de la phylogénétique, de la taxonomie dans certains coins en Europe, et notamment au Muséum d'histoire naturelle de Londres, où là j'ai travaillé sur un autre groupe de plantes, le genre Solanum. Donc vous connaissez aussi le genre Solanum. Donc vous connaissez la patate, vous connaissez la tomate, mais moi j'ai pas travaillé sur ces 2 espèces, j'ai travaillé sur plutôt les espèces apparentées à l'aubergine. Donc l'aubergine aussi, c'est un Solanum melongena. C'est originaire d'Asie, et j'ai travaillé sur les solanums originaires d'Asie tropicale, qui sont apparentés à l'aubergine. Donc la même chose en final, avec le postdoc, ça a été vraiment dans la droite lignée de la thèse, puisque c'était de la taxonomie, de la phylogénétique. Par contre, justement, je parlais du coup de boost de la génomique, donc pendant ce postdoc, j'ai essayé, par moi-même, c'était pas quelque chose qui était prévu, mais j'ai essayé de faire un peu de génomique. De toute façon, j'ai essayé pendant la thèse et le postdoc de faire des choses qui n'étaient pas prévues normalement, dans la droite ligne de la thèse ou du postdoc. Et donc là, j'ai séquencé, je vais en parler, peut-être que ça pourrait être... C'est un des derniers travaux, en fait, si tu veux nous d'intérêt. De toute façon, on est libre, on a su. Voilà, mais donc là, je suis allé plus vers la génomique dans un second temps. Alors, bon, j'en reparlerai ensuite, puis là, je vais finir quand même
le processus, grosso modo, l'histoire. Donc là, c'était de 2013 à 2016. Et ensuite, donc 2016, mon postdoc de 3 ans au Muséum de Londres, c'est fini. Donc très bonne expérience, parce que rencontrer plein de gens. Le Muséum de Londres est encore plus mélangé et dynamique au niveau des liens internationaux que celui de Paris. Donc c'était fantastique. Londres est une ville chouette, mais bon, que ce soit Paris ou Londres, la difficulté c'est que c'est très dispendieux comme ville, c'est très cher, c'est pas une qualité de vie fantastique. Et donc, en rentrant, ensuite, l'idée c'était de retourner en France et essayer de trouver du travail. Probablement d'abord comme ATER, attaché d'emploi d'enseignement et de recherche, et où on donne des cours, enfin maître de conf au rabais, en fait, on va dire, ou jetable, et où on donne des cours et puis on fait de la recherche. Donc j'ai réussi à décrocher au bout d'1 an, donc là aussi 1 an de chômage, et au bout de cette année de chômage, j'ai réussi à décrocher un poste d'ATER à Rennes. Et suite à ce poste d'ATER à Rennes, donc là où j'ai encore fait de la botanique, enseigné de la botanique, continué à travailler sur mes solanums, mais continué à travailler sur d'autres groupes de plantes comme les poacées, de la génomique, surtout de la génomique, j'ai réussi à la fin de l'année à décrocher un poste ici, donc à l'université Paris-Sud. Et ce qui est assez chouette ici, c'est que c'est une équipe, ça s'appelle, pas l'équipe, mais le laboratoire, ça s'appelle écologie systématique et évolution. Et donc, ce qui est assez chouette, c'est qu'ici, je fais de la systématique, je fais de la taxonomie, et c'est reconnu par un certain côté. C'est-à-dire qu'on n'est pas beaucoup à en faire dans ce laboratoire, mais il n'y a pas de problème, c'est reconnu comme des publications valides, intéressantes, et comme un axe d'étude majeure de ce laboratoire. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des labos français. Européens, même, on va dire. Tu peux présenter d'abord les travaux qui t'ont marqué quand tu étais étudiante, présenter les tiens. Alors, les travaux qui m'ont marqué quand j'étais étudiant. Alors, c'est un peu compliqué parce que je crois que je me souviens pas particulièrement. Tu veux dire quand j'étais en thèse, quoi. Ouais, ça pourrait être ça, même si tu as fait venir en disant ouais, je vais changer tout ce que je fais. Alors peut-être, ce qui m'aurait marqué le plus en fait, c'est quand j'étais en thèse, et puis les travaux qui m'ont le plus fasciné, c'est avant tout les travaux de phylogénie moléculaire, très probablement. Donc c'est pas que le moléculaire m'intéressait particulièrement, c'était juste ce que ça permettait de connaître sur l'histoire des plantes. Et ce qui m'a vraiment fasciné pendant toute une période, je suis un peu revenu de cette fascination, c'était tout ce qui était inférence des dates de divergence entre lignées, par exemple, simplement basées sur des données moléculaires et sur des calibrations de fossiles. Et à l'époque, ça faisait un peu baguette magique. Donc quand je dis que j'en suis revenu, c'est que je vois tous les problèmes qui sont liés à ce genre de choses, mais c'est vrai que ça m'a marqué en tant qu'étudiant ou en tant qu'ensuite thésard. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je me suis toujours dit, mais alors ça, si j'arrive à faire ça sur mes espèces, sur mes groupes, c'est merveilleux. Donc finalement, je l'ai fait. Je l'ai fait sur les euphorbes, je l'ai fait sur les solanums, j'ai fait avec plein de types de données différents, etc. Et ensuite, c'est vraiment tout ce qui est les travaux de génomique qui m'ont assez fasciné, tout simplement parce que je me suis coltiné pendant ma thèse et ensuite là, pendant le postdoc, beaucoup de problèmes de résolution, comme très souvent, c'est le fardeau des phylogénéticiens, c'est les problèmes de résolution au niveau des nœuds. Des nœuds de parenté. Et pendant la thèse, j'avais des énormes incongruences, c'est-à-dire des histoires évolutives qui ne racontaient pas la même histoire entre différents domaines génomiques. Donc par exemple, mes données nucléaires disaient quelque chose, mes données chloroplastiques disaient autre chose. Et j'étais bien en peine de gérer ça, en fait. Donc souvent, ce que je faisais, c'est que je confrontais les deux phylogénies, les deux histoires évolutives, je parlais potentiellement d'hybridation ancienne, etc., mais sans possibilité de tester quoi que ce soit, ou sans possibilité d'apporter plus de données pour résoudre. Ou alors, il y avait des possibilités pour apporter plus de données, mais c'était un travail titanesque, avec des grandes équipes, etc., il y avait du clonage de marqueurs nucléaires, etc., et en fait, je pense que j'étais pas assez moléculariste, il y avait trop d'espèces, et j'étais peut-être trop flemmard là-dessus, c'était pas la chose qui m'intéressait plus pour me lancer là-dedans. Donc en fait, c'est la révolution génomique qui a tout changé à ce niveau-là. Par exemple, sur les solanums, autre problème, là j'avais des problèmes de résolution, tout simplement, même avec 6 marqueurs, 7 marqueurs, etc., les phylogénies étaient assez peu résolues. Donc là, peut-être que je peux parler de ce travail avant tout, parce que ça c'est
était un travail qui m'a tenu à cœur pendant longtemps, c'est celui où j'ai un peu mis ma patte, c'est que je me suis rendu compte que les gens, en fait, quand ils parlaient de l'aubergine, ils connaissaient l'aubergine, ils connaissaient à la rigueur l'espèce sauvage apparentée à l'aubergine. Donc, alors, l'aubergine, c'est Solanum melongena, pardon. Et l'espèce sauvage apparentée à l'aubergine, c'est Solanum insanum. Ça veut dire le Solanum fou, quoi, grosso modo. Parce que l'aubergine, on appelle aussi la pomme folle. Il y a des noms bizarres, hein, donc, liés au fait qu'on pensait anciennement que c'était un aliment qui rendait cinglé. Et donc, les gens connaissent ces deux espèces-là, mais ils ne connaissent pas trop les autres espèces qui sont directement apparentées. Et ça, je m'en suis rendu compte, et j'ai publié une phylogénie, donc des Solanum d'Asie tropicale, qui inclut toutes ces espèces, peu résolues, pas résolues. Mais les relations de parenté, c'était la première fois quasiment qu'il y avait des relations de parenté aussi précises entre l'aubergine et les espèces apparentées. Mais voilà, problème de résolution. Donc je me suis dit, j'ai les données, j'ai cette connaissance taxonomique, qui est hyper importante et que très peu de gens ont. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de résoudre ça, et je vais essayer de résoudre ça avec ce qui a été produit récemment, c'est-à-dire une facilité, enfin produit ou mise en place récemment, une facilité d'obtenir énormément de données de génome assez simplement et pour peu cher. Donc par exemple, ce que j'ai fait, c'est que pour mes 24 espèces qui font, mes 14 espèces, je me mélange, qui font partie du groupe de l'aubergine, du clade de l'aubergine, donc l'aubergine et les espèces apparentées, j'ai simplement produit des chloroplastes entiers pour l'ensemble de ces espèces. Alors évidemment pour un échantillon par espèce, mais j'avais validé bien que cet échantillon était représentatif de l'espèce, que l'espèce, que mes concepts d'espèces que j'utilisais étaient bien monophylétiques, c'est-à-dire que c'était bien des bonnes espèces, grosso modo, des espèces qui avaient une cohérence morphologique, génétique, etc., écologique. Et donc, j'ai échantillonné un échantillon par espèce et j'ai produit des chloroplastes entiers pour chacune de ces espèces et j'ai pu résoudre ma phylogénie. Enfin, pour la première fois, il y avait une phylogénie résolue du groupe de l'aubergine. Et ça, c'est marrant parce que l'aubergine, c'est quand même quelque chose qu'on connaît bien et on peut imaginer que son contexte était bien connu. Ben non. Et donc j'ai tout de suite sauté dans la biogéographie, qui est quelque chose qui m'intéresse énormément, donc les relations, on va dire, des espèces dans le temps et l'espace. Je ne vais pas rentrer dans les débats sur la nature de la biogéographie. Et donc j'ai pu donner des hypothèses sur comment le groupe s'est diversifié justement dans l'espace. C'est plus ou moins dispersé entre différentes masses continentales, et ici on parle de l'Afrique et l'Asie. Et donc, comment les lignées ont dispersé en Afrique et en Asie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a montré justement que l'aubergine, la lignée qui a donné l'espèce sauvage apparentée à l'aubergine, et donc ensuite par domestication l'aubergine, cette lignée, elle est sortie d'Afrique, on pourrait dire, il y a à peu près 700 000 ans, grosso modo, justement avec ces méthodes de datation. Et en allant là, et en allant sur comment le groupe s'est dispersé aussi en Afrique, on a pu faire le lien avec les disperseurs, qui sont donc les espèces qui dispersent en fait les espèces sauvages apparentées à l'aubergine. On les connaît bien, c'est des grands mammifères, c'est les éléphants, c'est les impalas par exemple. Donc c'est des grands mammifères de savane. Donc c'est pas étonnant qu'on ait des espèces maintenant qui aient des zones de répartition très très larges, puisqu'on est devant des disperseurs qui sont des migrateurs, qui en plus, leur population, elles ont énormément augmenté sur les dernières 700 derniers millions d'années, justement, ou les derniers, 5 derniers millions d'années, avec une aridification générale, augmentation des savanes, etc. C'est assez bien connu en Afrique et en Asie. Ça c'était avant l'arrivée de l'homme, évidemment, et la destruction des populations d'éléphants. Et ce qui est étonnant, c'est que justement cette dispersion vers l'Asie, sur ces 700 000 ans, ces derniers millions d'années, ça peut être aussi d'autres mammifères de savane qui ont dispersé ces espèces, c'est-à-dire les espèces de la lignée humaine, en fait. Sauf que, là, on n'a aucune preuve là-dessus, mais ces grandes dispersions aussi inter-Afrique, intra-Afrique, et entre l'Afrique et l'Asie, ça peut être des choses qui sont liées à l'homme. À l'homme, ou aux espèces en tout cas très, très proches de l'homme. Et donc ça, c'est des choses, ça n'a pas été montré pour l'instant, mais c'était des choses qui étaient sacrément excitantes quand j'ai mis le doigt dessus et quand j'ai regardé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, une recherche récente, ça a été publié en 2018, et qui fait appel à plein de domaines finalement, parce qu'il fallait cette connaissance taxonomique.
c'est sûr, il la fallait. Je pouvais pas. Depuis très longtemps, en fait, on appelait toutes ces espèces Solanum melongena A, Solanum melongena B, Solanum melongena groupe C, etc. Il n'y avait pas de taxonomie, il n'y avait pas de nomenclature qui était claire, et donc on ne savait jamais de quoi on parlait. Ça, c'est une catastrophe, en fait, pour un naturaliste. Et donc il a fallu ce travail taxonomique en amont, il a fallu le travail de classification et de phylogénie, et puis tout le travail ensuite dans les herbiers pour avoir les zones de distribution des espèces, pour connaître les disperseurs, etc., pour arriver finalement à cette image un peu synthétique, qui est une image qui peut paraître simple, mais qui demande beaucoup de connaissances pour y arriver et pour avoir un peu de solidité sur ces résultats, pour ne pas sortir ça un peu de la boîte avec des hypothèses complètement délirantes. Donc oui, ça c'est un travail récent qui m'a assez plu. Et puis voilà, alors un autre travail que je suis en train de faire et qui n'est pas terminé et qui, à mon avis, qui a beaucoup d'importance, et je pense que celui-là j'en serais particulièrement fier quand je l'aurai terminé, c'est une révision taxonomique de tous ces solanums d'Asie tropicale. Alors c'est pas beaucoup d'espèces, c'est 35 espèces, sauf que c'est des espèces qui n'ont pas été revues depuis le 18e, ou plutôt, pardon, j'ai dit une bêtise, la fin du 19e. Et donc la taxonomie est dans un état un peu catastrophique, et ça a été un énorme travail de revoir tout ça. Ça c'est quelque chose qui court depuis on va dire 2015 à peu près, et qui court jusqu'à aujourd'hui, que j'espère avoir terminé l'année prochaine. Il y a des descriptions, il y a plusieurs descriptions de nouvelles espèces, il y a des espèces qui sont recirconscrites. Il a fallu que j'aille dans tous les grands herbiers européens, donc heureusement il y en a qui sont consultables par internet maintenant. Donc, puisque tous les herbes, pour Leiden par exemple, l'ensemble des collections ont été numérisées, informatisées, donc avec toutes les informations en ligne, donc ça aide. Mais sinon il a fallu que j'aille à Genève, à Kew, à Édimbourg, à Paris évidemment, justement j'y suis allé à Leiden, et puis je suis allé dans plusieurs grands herbiers asiatiques, donc par exemple dans un herbier du sud de l'Inde, dans les herbiers de Bangkok en Thaïlande. J'ai demandé des prêts à tous les grands herbiers américains et tout, donc c'est énormément de données, c'est des milliers d'herbiers consultés pour arriver finalement à ce résultat qui ne sera pas facile à valoriser au niveau scientifique, puisque cet article, ou plutôt ce livre de 400 pages, l'impact factor sera de 1,5 ou 1,6 mais je m'en fous royalement, puisque ce sera un savoir qui sera utile, mais fondamentalement utile, parce que sinon personne ne connaît ces espèces-là en Asie, quoi. Et c'est des espèces qui sont dans des zones qui, pour certaines, comme Java par exemple, sont juste des déserts maintenant, des déserts de plantation. Donc il est probable que plusieurs des espèces dont je parle là, voire même certaines, une ou deux que je vais décrire, sont disparues tout simplement. Donc oui, ça c'est vraiment un travail fondamental, donc je serai particulièrement fier quand je l'aurai terminé, si possible dans un an. Voilà. Et donc là, quand tu arrives à Orsay, tu as été recruté sur ça Non, alors oui, quand je suis arrivé à Orsay, j'ai été recruté sur les solanums. J'ai été recruté particulièrement sur tout ce qui concerne l'aubergine, et puis les relations entre aubergine et espèces apparentées, donc toujours un peu ce que j'ai publié en 2018, mais cette fois vraiment dans le but d'étudier l'adaptation et les phénomènes d'hybridation au cours du temps dans ce groupe, en fait. Donc ça, notamment en utilisant des techniques de séquençage nouvelle génération, en essayant juste, alors ça c'est tout un travail de bioinformaticien, mais en essayant de distinguer tous les signaux de sélection, d'hybridation à l'intérieur du génome, donc, et ça chez les espèces apparentées, qui sont africaines et qui sont asiatiques. Voir aussi si on peut identifier toute une quantité très génétique qui sont liées à des phénotypes particuliers sur les plantes, donc c'est-à-dire à des adaptations, soit à des caractéristiques morphologiques, à des adaptations à certains climats ou à certaines caractéristiques du sol, etc. Donc c'est plutôt là-dessus, puisque c'est des choses qui finalement ont plutôt le vent en poupe au niveau recherche. C'est-à-dire toutes ces questions qui sont liées à l'adaptation, qui sont liées au comportement des espèces de plantes. Donc quand je parle de comportement des espèces de plantes, je pense à ces histoires d'hybridation. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est ça qui a une importance, notamment, ou en tout cas c'est là où les décideurs voient une importance, notamment dans le cadre de tout ce qui est changement climatique en fait, et adaptation à des futurs changements climatiques. Là on parle de l'aubergine, on parle des espèces sauvages apparentées à l'aubergine, donc évidemment il y a toujours des potentiels
transfert de caractéristiques génomiques des espèces sauvages apparentées à l'aubergine elle-même. Et ça, c'est des choses en effet qui intéressent, quoi. Qui intéressent particulièrement les décideurs et puis les acteurs économiques. Ta vision de la systématique, comment toi tu l'as définie ou comment tu la conçois? Alors, ça a toujours été compliqué. J'ai toujours une relation un peu particulière avec le terme lui-même, en fait, systématique. C'est assez marrant. Moi, j'utilise en fait ce que je vous ai dit quand je me décris plus comme un taxonomiste et un phylogénéticien. Alors pourquoi ? C'est parce que j'aime bien la précision en règle générale et ce terme systématique a tellement été galvaudé en fait ou utilisé de façon très variée que ça m'a toujours posé problème. Par exemple, si vous allez sur Wikipédia et que vous tapez systématique et vous regardez la définition de la systématique en anglais, on va vous définir ça comme une science biologique qui s'intéresse à l'ensemble de la diversification des espèces sur la planète, que ce soit au niveau morphologique, anatomique, mais aussi à la classification, etc. Donc c'est un mot poubelle en fait pour eux et pour beaucoup de chercheurs en fait, qui rangent en fait les sciences naturelles. Et c'est assez bizarre, hein, parce que systématique, quand on l'entend, systématique, même la nature, la signification de ce terme, ça n'a rien à voir avec ce dont je vous ai parlé. En fait. Systématique, c'est tout simplement la mise en place de systèmes suivant des règles ou une série de règles, une série d'idées, en tout cas, théories qui sous-tendent ces règles et cette classification. Donc moi, en fait, j'ai toujours utilisé systématique au sens strict. On pourrait dire qu'il y a un sens large. La systématique, c'est tout ce qui concerne les espèces, description des espèces, classification des espèces, etc. Et moi, je l'ai toujours utilisé plutôt au sens strict, c'est-à-dire la classification, point. Donc vraiment, la théorie et les techniques de classification. Voilà. Voire même que la théorie. Les techniques de classification étant liées à d'autres choses comme la phylogénétique, par exemple. La phylogénétique et systématique, pour moi, c'est pas synonyme, hein, mais comme pour la plupart des gens. Phylogénétique, c'est vraiment les relations de parenté. Systématique, c'est la classification, et on peut classifier comme on veut. Voilà. Classifier suivant les relations de parenté étant une spécialité des scientifiques qui s'intéressent à la nature aujourd'hui. Hein, on ne parle pas des classifications de la systématique passée. Donc ce terme, en fait, je l'ai toujours trouvé un peu problématique parce qu'il est utilisé de façon aussi différente par plein de gens. Et moi, j'utilise plus le terme taxonomie qui, pour moi, est la description d'espèces, la connaissance des espèces, la circonscription des espèces, pas la classification, c'est les espèces elles-mêmes. Mais évidemment, on ne peut pas se passer de systématique quand on fait de la taxonomie. Donc, tout ça, c'est très lié. C'est pour ça que moi, je les utilise parfois un peu en tant que synonyme, que j'aimerais bien qu'il existe en fait une sorte de mot général pour désigner tout ça, pour désigner la relation entre la taxonomie, la systématique, la nomenclature, la phylogénie. Donc à la rigueur, moi je vais parler de sciences peut-être de la biodiversité, voilà, tout simplement parce que c'est ça en fait, hein, c'est les sciences à la base de notre connaissance de la biodiversité. Le problème c'est que c'est pareil, sciences de la biodiversité, vous pouvez tout mettre à l'intérieur. Donc c'est toujours cette relation ambiguë hein, avec le mot systématique. Donc ça c'est peut-être ma relation, la systématique. Bon évidemment elle a toujours été part de mon travail. La classification au final, légèrement moins, ça a plutôt été la description des espèces. Parfois j'ai décrit des rangs de classification, donc j'ai décrit des sous-genres, des sections pour être plus précis, pardon, pas des sous-genres, j'ai écrit des sections à l'intérieur des genres, etc. Je me suis intéressé aux familles et tout, mais j'ai fait peu de recombinaisons, c'est-à-dire que j'ai peu placé des espèces dans d'autres genres, dans d'autres familles, j'ai peu redonné des noms de familles, enfin tout ça. Il y a peu de gens qui font ça au final. Ce que j'ai fait majoritairement, c'est décrire ces espèces et les replacer dans un cadre phylogénétique, ce qui est utile ensuite pour la systématique. Et puis j'ai peut-être un des problèmes que j'ai avec ce terme systématique, et pourquoi j'utilise peut-être plus taxonomie, c'est parce que je trouve que le terme systématique ne parle pas. La première fois quand on m'a parlé de systématique, je voyais justement les systèmes. Je confondais souvent systémique et systématique, par exemple. Et la science naturelle, les sciences naturelles, ce ne sont pas des systèmes, en fait. Enfin, on a créé des systèmes, nous, êtres humains, mais à la base, ce ne sont pas des systèmes, c'est des organismes vivants. C'est justement une biodiversité qui ne se classe pas elle-même, donc nous on classe derrière.
Et donc ce mot systématique ne fait pas appel dans ma tête directement à des oiseaux, à des plantes, etc. Moi, je vois des systèmes. Et ça, c'est un truc, à mon avis, que les étudiants y voient aussi au début. C'est pas un joli mot, grosso modo. J'ai une préférence. Par exemple, quand on parle de, je sais pas moi, d'écologie, on voit tout de suite quand on parle d'écologie des relations entre oiseaux, enfin entre un oiseau, j'en sais rien, et un ours, j'en sais rien. On voit tout de suite une forêt, avec toutes ces complexités de réseaux, etc. Quand on parle de physique nucléaire, on voit tout de suite une centrale nucléaire, on voit tout de suite, il y a un lien direct. La physique, on voit direct ce qu'il y a derrière. Systématique, on ne voit pas en fait. On ne réalise pas que c'est forcément des êtres vivants derrière et des groupes. C'est pour ça que j'ai toujours préféré le mot taxonomie, alors même si il y a le même problème, c'est que taxon, c'est l'être humain qui crée des taxons, la nature ne crée pas des taxons. Il y a le mot taxon, et on apprend tout de suite, donc déjà c'est un mot bizarre, taxonomie ou taxinomie. Il y a ce mot taxon, et c'est un mot bizarre, on se dit il faut que je l'apprenne pour savoir ce que c'est que taxonomie, alors que systématique, système. Et en fait, quand on apprend ce que c'est qu'un taxon, on voit tout de suite, c'est un groupe d'êtres vivants, enfin c'est un être vivant ou un groupe d'êtres vivants. Donc il y a un lien direct entre le mot et l'organisme étudié, alors que systématique, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre comme mot. Et ma relation avec la systématique, sinon pour parler de l'importance de la systématique, c'est qu'on l'appelle systématique, taxonomie, peu importe, son importance elle est essentielle et elle est vraiment capitale, et hélas, c'est quelque chose qui est trop peu connu, de façon générale, que ce soit par les étudiants ou par les profs à l'université, puisqu'ils ont justement cette vision de la systématique soit comme quelque chose de très général, quoi que je fasse, de toute façon c'est de la systématique, ce qui est faux, ou de façon très particulière, la systématique, ce n'est que la classification, ce n'est que souvent la classification ancienne, et donc c'est une science du 19e siècle. Et donc il y a ce problème en fait, où je pense que la systématique ne met pas assez en avant le niveau d'expertise et puis le niveau de professionnalisme qu'il faut pour faire de la systématique et pour bien comprendre la systématique, pour bien savoir où elle se place dans cette nébuleuse d'outils de biodiversité, de boîtes d'études de la biodiversité, comme la taxonomie, la nomenclature, la phylogénie, etc. Là, tu as l'impression de dire que la systématique, la taxonomie, c'est très peu partagé par les étudiants ou les profs. C'est un terme qui n'est pas connu, où on n'arrive pas à savoir ce qu'on met dedans. Et il y a l'université qui a un peu disparu aussi. Clairement. Quand on regarde la plupart des maquettes de licence, certains font un peu de systématique par-ci par-là dans les cours d'écologie, de ce qui s'appelle maintenant physiologie végétale, physiologie animale. Mais tu dirais que c'est pourquoi ça serait dû à quoi aux révolutions génomiques toi, en fait, tu as vision de pourquoi aujourd'hui on n'en parle pas. Un peu avec les étudiants. Je pense que c'est lié à une mauvaise compréhension de ce qu'est la systématique, et je mets taxonomie dedans parce qu'en fait c'est tellement lié que ce qu'est les sciences de la description et de l'analyse primaire de la biodiversité. Parce que je pense que pour beaucoup notamment avec la révolution, oui en effet avec la révolution moléculaire, mais pas que, je pense que c'est surtout lié à tous les mouvements qui veulent quantifier l'ensemble de ce qui se passe dans le monde vivant en biologie. Toutes les sciences qui paraissent au prime abord descriptives, c'est des sciences qui ont été plus ou moins laissées de côté au fur et à mesure, ou auxquelles on a donné moins d'importance. Et moins d'importance à cette information. Et les chercheurs sont tout simplement moins informés et moins intéressés à ça. Et je pense que c'est une grave erreur et une mauvaise compréhension de ce que c'est que ce qui est descriptif, ce qui est analytique, ce qui est quantitatif et ce qui est qualitatif. La taxonomie et la systématique, comme toutes les autres sciences, c'est une science analytique. On analyse de toute façon à un moment ou à un autre. Évidemment qu'on décrit, mais toutes les sciences décrivent à un moment en fait, et décrivent leurs résultats, et puis les analysent ensuite. Mais là c'est pareil, tu as une espèce, tu décris les grandes caractéristiques, tu en as une autre, tu décris les grandes caractéristiques de ce que tu vois, et puis tu analyses derrière, c'est-à-dire que
tu avais tes échantillons, tu les regardes, tu les décris dans la tête, et le moment analytique, c'est tous ces échantillons que j'ai décrits par rapport à tous ces autres-là que j'ai décrits, ceux-là, je les mets dans un groupe, les autres, je les mets dans un autre groupe. Et c'est même analytique puissant, au final, parce que c'est souvent des caractères quantitatifs que tu prends en compte, mais aussi des caractères qualitatifs. C'est des caractères morphologiques, c'est des caractères moléculaires, c'est des caractères écologiques, des caractères géographiques. Donc c'est même, je dirais, des sciences qui sont analytiques riches, parce qu'elles prennent en compte toute une quantité de caractères. Et je pense que ça, et c'est pas uniquement en sciences biologiques, c'est le cas dans les sciences, en règle générale, tout ce qui est sciences qui, à prime abord, paraissent trop descriptives, et je pense que c'est une erreur, ou en tout cas trop descriptives, et surtout qui prennent en compte des caractères qualitatifs, c'est des choses qui vont être un peu mis de côté. C'est le cas pour les sciences humaines, en règle générale, hein. C'est pas le cas pour tout ce qui est écologie, par exemple, qui va souvent être regardé un peu de haut, parce que une partie de l'écologie, une partie des sciences humaines prennent en compte ces caractères qualitatifs. Et ça, c'est pas quelque chose finalement qui est mis en valeur au niveau, à mon avis, ça c'est mon avis personnel, qui est mis trop en valeur au niveau universitaire. Parce que ça ne fait pas publier dans des journaux à gros impact factor, parce qu'il y a cette idée fausse que c'est moins intéressant que du quantitatif, parce que le quantitatif, on peut toujours le refaire, on peut toujours valider ou invalider, ce qui est faux. C'est pas aussi simple que ça, il n'y a pas de quantitatif pur, il y a toujours une dose de qualitatif dans toutes les études quantitatives qui sont faites. Donc ça, je pense que c'est une des raisons qui a fait qu'au final, c'est plutôt moins laissé tomber. Les chercheurs sont de moins en moins intéressés aux choses en voyant les noms de groupes, les noms d'espèces comme des simples listes. Mais vraiment, c'est terrible, hein. Parfois je regarde des cours qui ont été faits autrefois et tout, et c'est telle espèce appartient à tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Il n'y a aucun intérêt de donner l'ensemble de ces groupes, en fait. Si c'est juste une liste de groupes, s'ils sont hors sol. Ce qui est intéressant, par exemple, là, c'est la famille. Et de quelle famille cette famille est proche? Pourquoi elles sont dans cet ordre, etc. Le nom des ordres, le nom des familles, on n'en a rien à cirer au final. Ce qui est important, c'est les liens, en fait. Et ça, il y a très peu de scientifiques, ou il y a peu, en tout cas, de gens qui font des liens aujourd'hui. Surtout, ça peut revenir maintenant. Je peux dire qu'ici, par exemple, à l'Université d'Orsay, on essaye de faire ces liens. Donc on essaye je prêche pour mon église, on essaye de faire ces liens entre les espèces et entre les groupes. Mais moi, anciennement, tel que je l'ai appris, les liens n'étaient pas faits, tout simplement parce que les profs qui enseignaient ne connaissent pas ces liens. Donc les étudiants ne les connaissent pas derrière, n'en voient pas l'intérêt, et donc ça m'est arrivé d'avoir des étudiants qui me disent « Bon, non, ça ne sert à rien de faire de la taxonomie et de la systématique, de toute façon tout est connu, tout est sur Internet, il y a des fleurs pour identifier tout, etc. » Et les bras m'en tombent en fait, parce que ça veut tout simplement dire que c'est une inculture généralisée sur la diversité. Et la connaissance qu'on a de la diversité, qui certes est une bonne connaissance généralement en milieu tempéré, mais en milieu tropical, très réduite. D'autant plus que cette connaissance de la biodiversité est de plus en plus une connaissance paléontologique, je pourrais dire, c'est-à-dire que la majeure partie de cette diversité a déjà disparu de la planète. Voilà. Par l'action humaine, hein, je parle de la 6e extinction, ici de l'extinction de masse. Donc je pense qu'en effet, la systématique et plus largement la taxonomie, toutes ces sciences de connaissance de la diversité primaire, c'est des sciences qui ont été un peu à l'abandon. On en revoit l'importance aujourd'hui, mais ça met du temps à redémarrer. Et le problème, c'est que le temps est compté, et le temps est très fortement compté, et c'est là l'importance de la systématique. Et si maintenant on peut aborder tout ce qui concerne qu'est-ce qui peut aider à faire revenir la systématique, c'est prendre le train, si possible, de cette crise de la biodiversité, de ces changements globaux, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient humains, qu'ils soient sociétaux, mais de ces changements qui font qu'on s'intéresse plus, qu'on est obligé de s'intéresser, qu'on s'intéresse trop tard, mais qu'on s'y intéresse quand même à cette biodiversité qui disparaît. Et c'est là où, à mon avis, la systématique elle peut agir. Là, il y a eu le sommet là, sur la biodiversité il n'y a pas longtemps, où on a entendu le mot 2-3 fois dans les médias. Nous, on a vu passer des appels d'offres européens sur mon retour à la taxonomie. Tu penses que dans les quelques années à venir, ça va revenir en force, cette taxonomie, cette description? J'aimerais bien. Évidemment, j'aimerais bien.
Le problème, c'est que c'est difficile à dire, parce que c'est quelque chose dont on entend parler depuis longtemps. Moi, quand je dis que je suis botaniste spécialisé en description d'espèces, etc., biodiversité, tout le monde me fait « Ah, c'est fantastique, il doit y avoir plein de travail ». Mais non, il n'y a rien, il y a zéro, ou il y a très peu. Donc, en fait, c'est quelque chose qui met énormément de temps à se mettre en place. Donc, j'espère qu'en effet, ça va se mettre en place. Et que ce ne sera pas juste un effet de mode rapide. En plus, il faut voir comment on traite cette taxonomie et cette biodiversité. Est-ce qu'on se donne vraiment les moyens de faire de la bonne taxonomie, de la bonne étude de la biodiversité, en se disant on va essayer de rationaliser nos connaissances, on va essayer de les mettre en commun. C'est fantastique d'avoir des bases de données géantes, notamment là avec tous les herbiers numérisés, etc. Mais comment on va les analyser, comment on va les traiter, à quel endroit du monde on va étudier en priorité. Et puis, quel modèle on va avoir de connaissances, d'études de notre biodiversité. Est-ce qu'on est dans le modèle du 19e siècle, où c'était les pays européens coloniaux qui décidaient de la connaissance de la biodiversité pour l'ensemble du monde? Mais non, c'est plus possible ce modèle-là. Là où il y a de la biodiversité et là où elle est en train de disparaître, c'est dans les pays du Sud qui n'ont souvent pas les moyens de le faire. Tous les matériels qui ont servi à décrire les espèces pour ces pays du Sud sont à 99% dans les pays du Nord, dans les collections ici qui sont numérisées. Donc, comment on va aborder maintenant, si on décide de vraiment refaire de la taxonomie, comment on va aborder cet enjeu en fait? Est-ce que ce sera avec les lunettes du passé, ou est-ce qu'on va essayer justement maintenant qu'on a toutes nos connaissances sur bien décrire les espèces, utiliser bon vocabulaire pour ça, essayer de mettre en commun les gens, pas que les scientifiques, mais aussi les citoyens, et puis pas que les scientifiques des pays du Nord, mais aussi des pays du Sud. Comment on va mettre ça en place? Et ça, c'est hyper important, parce que c'est ce qui va, à mon avis, déterminer si on va arriver à sortir des bonnes descriptions taxonomiques, des bonnes révisions taxonomiques, des bonnes connaissances primaires de la biodiversité mondiale, ou si finalement on va être dans les vieilles recettes et on va s'intéresser à tel groupe, à tel endroit du monde, parce que c'est des raisons politiques qui font qu'on s'intéresse à tel groupe ou tel endroit du monde, mais le reste on n'en a rien à cirer et il disparaîtra sans qu'on s'y soit intéressé. Tu parlais de prendre le train en marche, là, pour tout ce qui est crise de la biodiversité. Tu as une vision particulière de la manière de prendre le train en marche? Tu sautes dans le train sans cliquer à l'arrière, tu rentres avec ton cliquet normalement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Le problème, c'est que j'ai pas encore d'idée complètement préconçue là-dessus. L'enseignement, de toute façon, l'éducation, ça c'est primordial avant tout. C'est pas pour rien que je préfère être maître de conf que chercheur CNRS. C'est parce que maître de conf, ça me laisse le temps, maître de conférence, ça me laisse le temps de dédier pas mal de mon travail à l'enseignement, et je pense que c'est primordial. Et il n'y a pas que l'enseignement qui est primordial, il y a la diffusion générale des connaissances, et pas uniquement vis-à-vis des licences, des masters, etc., mais vis-à-vis du grand public. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui va aider. C'est pas se cantonner comme avant aux Happy Few, en fait, qui peuvent être en master systématique évolution et paléontologie, ce qui est génial, mais il faut y arriver, il faut avoir envie, et à l'intérieur de ce master, si on veut faire une thèse et tout, il faut carburer, par exemple. Donc, vraiment, là, essayer de donner à tout le monde ce qu'on peut donner. Je pense que c'est ça qui est primordial, et donc, c'est, si possible, mettre moins de pression sur les chercheurs par rapport à la recherche, à la publication dans des revues à très haut impact factor, ce genre de choses, mais attendre aussi beaucoup sur tout ce qui est enseignement et diffusion des connaissances, parce que c'est ça qui va être primordial. Donc c'est peut-être la voie en fait, c'est essayer de mieux évaluer le travail des maîtres de conférences et des chercheurs, parce que de toute façon on sera évalué à un moment ou à un autre, et c'est même bien qu'il y ait une certaine évaluation, mais que ce qui soit évalué de façon positive et de façon sérieuse, ce soit aussi tout ce travail-là, et c'est pas le cas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, l'évaluation, c'est les impact factors des articles publiés, c'est le nombre d'articles publiés, c'est les grandes collaborations internationales, c'est est-ce que j'ai touché 1000 euros ou 3 millions d'euros dont je ne sais pas quoi faire et il va falloir que je le dépense le plus rapidement possible. C'est ça qui est évalué maintenant, et ça c'est problématique, et il faut que ça change. Parce que si ça ne change pas, le problème c'est que d'un côté les chercheurs sont tiraillés vers ça, et de l'autre côté vers leur envie
pour certains en tout cas, de faire passer l'importance de cette connaissance de la biodiversité, et ils ne pourront pas résoudre ce problème de tiraillement en fait. Et donc ça, à mon avis, c'est la voie vers laquelle il faut aller. Alors par exemple, il y a plein de... Ce qui est bien, c'est que ça va en partie vers ça. Donc, moi je participe souvent à la diffusion des connaissances, hein, par exemple, que ce soit par rapport à la domestication, justement toutes les histoires d'aubergines, par rapport à la connaissance générale de la biodiversité sur la planète, végétale surtout. Et puis, ici aussi à Orsay, on a mis en place des MOOC, vous en avez peut-être entendu parler, donc des cours en ligne. Sur la botanique. Voilà, le MOOC de botanique, donc sur la connaissance en botanique. Identification, morphologie, systématique aussi un peu, pour le grand public. Et plus récemment, un MOOC qui s'appelle Herbefol, et donc qui est sur la connaissance des plantes souvent mal aimées, mais où il y a une bonne diversité, hein, qui représente une bonne diversité de la diversité végétale en France, qui sont les plantes de friche en fait, les mauvaises herbes, les plantes de friche, de milieu urbain, les plantes de milieu agricole, de bord de champ, donc les messicoles, etc. Et ça, c'est un MOOC qui est pour les étudiants, mais aussi et surtout pour le grand public. Alors parfois, ça peut paraître trop simple pour certaines personnes, notamment pour tous les botanistes, hein, déjà bien rodés. Ça paraît hyper simple. Mais ça s'adresse au grand public, et donc, que ce soit pour ceux qui connaissent déjà beaucoup et qui vont juste réentendre ce qu'ils connaissent déjà, et à la rigueur, c'est bien d'entendre ce qu'on connaît déjà, et puis pour les gens qui apprennent pour la première fois, eh ben c'est vraiment, à mon avis, des outils merveilleux pour le futur, quoi. C'est vraiment vers ça qu'on doit aller, clairement, à mon avis, au niveau enseignement de la biodiversité au sens large. Donc. Tu parlais d'enseignement, donc là c'est quand même un enseignement soit sur Internet, soit par rapport aux étudiants à l'université. Après, il y a le côté aussi enseignement collège, lycée, de toutes ces questions. Bon, moi, j'ai un retour sur ça. Toi, tu es botaniste, peut-être que tu as un avis, mais par exemple, dans des conférences avec du public large qui n'a pas de connaissances, et qu'on leur montre, par exemple, je sais pas, séquoia, un baobab, que des plantes tropicales, ils connaissent le nom de la plante. Par contre, si on leur montre des arbres locaux, un hêtre, généralement, ils ne reconnaissent pas ces plantes. Il y a des connexions de la diversité des gens par rapport à l'endroit où elles vivent. Oui, clairement. Plus tu dirais que c'est aujourd'hui, parce que dans la formation des profs des SVT, retourner à une question sur la diversité, est-ce que c'est trop tôt Non, c'est pas trop tôt, c'est maintenant, et à la rigueur, c'est déjà le cas. Et je suis plutôt content, parce que là, en effet, ce que tu décris, c'est vrai. Mais j'ai l'impression quand même que ça a tendance à changer. Quand je parle avec mes collègues qui sont profs de SVT en collège et lycée, au passage, une des choses qui m'a amené vers la biologie, c'est un prof de SVT en collège, donc c'est vrai que c'est hyper important. Hein. Donc, parce qu'avant, j'étais plutôt pour l'histoire, mais je me suis aperçu que l'histoire et tout ce qui était intéressant, ça pouvait être trouvé aussi en biologie. Et donc là, pour le coup au collège. C'est pour ça que c'est hyper important que ce soit dès le collège. Et je me souviens au collège, j'avais rien en naturalisme. En lycée, j'avais rien en naturalisme. À la fac, j'avais quasiment rien en naturalisme avant le master. En prépa, bizarrement, j'ai eu du naturalisme en prépa, parce que c'est un peu, en prépa, c'était comme dans les années 50. Donc là, pour le coup, il y en avait, hein, donc, avec des identifications de plantes, etc. Donc comme dans les années 50, ça a des côtés négatifs, mais ça a aussi des côtés positifs. Et heureusement, c'est toujours pareil, j'ai l'impression en collège et lycée, c'est une belle courbe qui fluctue à chaque fois. Et j'ai l'impression qu'on revient maintenant un peu plus vers des enseignements naturalistes où il y a identification des espèces, donc des connaissances déjà primaires de la diversité, donc des sorties en forêt, d'identification par rapport aux feuilles, etc. Ce que c'est qu'un chêne, ce que c'est qu'un orme, ce que c'est qu'un charme. Je sais que j'ai des collègues qui font ça. Donc ça, oui, je pense que c'est primordial, et je pense que c'est de plus en plus le cas. Je pense que les profs de SVT sont de plus en plus formés à ça, et donc ça les imprime de plus en plus, ça leur imprime de plus en plus au cours de leur licence. C'est là où les MOOC sont importants, c'est là où nous, nos changements à l'université sont importants, parce qu'on forme ces futurs professeurs de SVT. Et donc non, il y a beaucoup de changements, mais c'est vrai que j'ai entendu parler
mon beau-père qui me parlait de tel professeur de SVT qu'il connaissait, et lui il est professeur de français et il connaissait bien mieux les plantes que le professeur de SVT qui ne connaissait pas les plantes du tout, qui ne savait pas reconnaître un charme d'un homme, d'un être. Et c'était catastrophique. Ça a tendance à changer, heureusement. Et clairement. Mais je ne dis pas que c'est des gros changements nécessaires, hein. Enfin que là il y a nécessité de gros changements. Mais j'ai l'impression, en tout cas, c'est une tendance de changement. Oui, pardon. Ça prend une bonne voie, quoi. Ça prend une bonne voie. Peut-être trop lentement, mais une bonne voie, clairement. Mais de toute façon, je pense que dans la société dans laquelle on est, les choses qui commencent lentement, vu la rapidité de notre société, finissent très vite. Donc je pense que même si ça commence lentement, ça risque d'aller vite. La courbe est potentiellement exponentielle. Voilà, note d'optimisme. Donc l'exponentiel, c'est vraiment... Ouais. T'as un mot de fin, le fameux conseil aux jeunes générations, on va peut-être pas le faire, mais un mot de fin non. Sur lequel tu voudrais conclure, toi? Pas particulièrement, à part pour dire que ce qui est fantastique avec les sciences naturelles, c'est qu'elles nous font découvrir, et notamment pour moi la botanique, l'autre, l'inconnu. Vraiment, les choses qui ne fonctionnent pas comme ce qu'on connaît et qu'on ne comprend pas. Et c'est ça qui est assez fascinant en fait, et qui depuis mes lectures de Tolkien jusqu'à aujourd'hui m'a poursuivi en fait. C'est que quand on étudie tel herbier qui a été récolté au 18e par tel récolteur qui est tombé malade avant d'y arriver à tel endroit dans la brousse, on lui a permis, ou je sais pas moi, le directeur colonial hollandais de la colonie lui a permis de récolter la plante, qu'elle est revenue par les bateaux à travers le blocus contre l'Empire napoléonien, qu'elle est arrivée et que cette espèce elle est restée là dans les collections sans être regardée pendant 200 ans, qu'on la retrouve et que c'est une espèce qui a été récoltée 3 fois et qu'on ne sait pas trop ce que c'est, qu'elle nous est complètement inconnue, qu'elle est inconnue à l'ensemble du monde et que personne ne connaît comment elle se reproduit, comment elle est. Ben, tout ce côté inconnu, ce côté mystérieux, c'est quelque chose qui nous sauve parfois, nous tous, dans ce monde où finalement, en 3 secondes, on connaît tout. On croit connaître tout, quoi. Et donc c'est ça qui est assez fantastique dans les sciences naturelles, et c'est pour ça que il faut en faire, justement, pour être confronté à l'inconnu.